Les journalistes accoucheurs de vérités diverses, pertinents et rusés, sans langue de bois, cultivés, nécessaires pour des journalistes. Les grandes gueules, des personnalités acquises par le travail, ce qui leur donne poids et légitimité à interviewer tout le monde. L'épopée des grandes gueules ou le socle de la liberté d'expression en Guinée depuis plus de 10 ans. Kabine Condé à la réalisation. Merci à Mohamed Diaby ici en studio à la Radio Espace. Merci à tous nos techniciens en région. Vous êtes très nombreux d'ailleurs à nous écouter partout dans le monde. Continuez à réagir. Le contact s'affiche juste en bas de l'écran si vous souhaitez intervenir. Soit c'est le 00224 657 39 13 13. Sinon, l'autre numéro de téléphone, l'autre moyen évidemment, c'est le hashtag Espace GG. Avec plaisir, nous allons prendre en compte vos messages dans notre émission Les GG sur Radio Espace Guinée. Vous êtes très nombreux d'ailleurs à réagir ce matin. Grand merci aussi à EasyCom évidemment qui nous accompagne avec ce studio que vous voyez à la télévision. Merci à vous tous à l'international. Ils l'ont surnommé le Tché ou encore Bogota dans ces années à la tête de la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire. Et très vite, très tôt d'ailleurs, peut-être son engagement politique le porte vers les signes de la politique dans son pays. De la rébellion qui finit par déposer Laurent Gbagbo pour couronner donc Ouattara. Guillaume Soro, chef des forces nouvelles de Côte d'Ivoire, a su tirer, il faut le dire, ses marrons du feu à la tête de la primature ivoirienne et du perchoir de l'Assemblée nationale jusqu'au divorce inévitable survenu donc au courant 2019 avec celui qui hier encore faisait figure de père politique. Nouvel épisode donc, nouveau combat désormais pour ce deuxième tome, il faut le dire, qui n'exclut plus de retourner à ses adversaires d'hier face à la diversité des fronts qui s'ouvrent et la nécessité de faire partir à dos, condamné pour recel de deniers publics, contraint donc à l'exil et puis exclu de la course à la présidentielle ivoirienne. Soro, candidat malgré tout, s'est fait investir hier au compte de son mouvement Génération et Peuple Solidaire. Quelles sont les influences? Nous posons cette question ce matin. Et les parcours de l'homme, que propose-t-il aux Ivoiriens et comment espère-t-il faire partir donc Ouattara? Toutes ces questions posées ce matin chez les GG. Comment analyse-t-il les actualités maliennes et guinéennes? Guillaume Soro est notre invité ce matin chez les GG sur Radio Espace Guinée. Vous êtes très nombreux d'ailleurs à réagir ce matin. On va essayer de faire la lecture de quelques messages. Le temps pour notre réalisateur de le joindre dans un instant avec cette interview que nous allons continuer. Beaucoup de réactions sur Twitter. Si vous le voulez bien, à la régie, mon cher papa Kabine Condé. Nous partons avec Aboubakar Sanoussi qui nous écrit ce matin. Bonjour, c'est hallucinant. Ça fume vraiment la moquette. Et du côté des gouvernants, mais aussi des gouvernés. Le système éducatif guinéen est au plus bas niveau. Les statistiques du bac qui murmurent sont encore plus alarmantes. Catastrophe. Lui, il le dit ce matin. Kerno Abdoul aussi qui nous écrit ce matin sur Twitter. Hashtag Espace GG. Dans un pays normal, tous les responsables de l'éducation de Koubia seraient aujourd'hui tous sanctionnés et les deux pays en premier. Toute une préfecture, voilà, zéro, admis et inadmissible, c'est une honte nationale. Adama Myriam aussi qui réagit. Bonjour les grandes gueules, on parle, ils nous disent que nous sommes rencontrés telle ou telle personne, mais je vous assure, le gouvernement guinéen, ça moque l'avenir de ce pays. Vraiment, une vraie cata d'être jeune en Guinée, qui Dieu bénisse notre pays. On reste avec Abdoul Aliou Ouereya aussi qui nous écrit. Bonjour les grandes gueules. L'affaire Covid là, ce sont nos autorités qui sont les premiers à violer les principes. C'est pourquoi les Guinéens ne croient plus à cette maladie. Que Dieu protège la Guinée. Kerno M. Sal aussi qui réagit sur Twitter. Hashtag Espace GG. Il y a quasiment pas eu cours durant cette année scolaire due à la grève du SLEG et la pandémie Covid-19. Soyons sérieux, l'année blanche était la solution idéale pour que les enfants aient un niveau standard. Hashtag Espace GG. On reste avec Koulibaly, le démocrate aussi, qui nous écrit sur le hashtag Espace GG. Il y a pas plus mal qu'un enseignant dont le salaire a triplé sur la gouvernance d'Alpha Condé s'organise pour soutenir sa candidature. Ils sont loin d'être démagogues, les enseignants guinéens sont fiers du président Alpha Condé. Mokhtar Kana Diallo aussi qui nous écrit hashtag Espace GG. Les GG commencer à battre campagne sans qu'elle ne soit ouverte montre à suffisance que certains Guinéens ne savent toujours pas ce qu'ils veulent parce qu'ils ne s'imaginent pas qu'un enseignant-chercheur se comporte de la sorte, c'est juste dommage. On reste avec Ibrahim Diaby aussi qui nous écrit sur le hashtag Espace GG. Bonjour les grandes gueules. Lamine, la démocratie, c'est le peuple
c'est le pouvoir du peuple, donc par le peuple et pour le peuple, mais en Guinée, elle se définit comme étant le pouvoir d'un parti du peuple contre une partie du peuple. Voilà. Les deux poids, deux mesures, donc doivent ceci. Merci beaucoup. On reste avec Ahmed Sekou Touré aussi qui nous écrit sur l'hashtag espace GG. Bonjour les grandes gueules. Les résultats des examens sont catastrophiques. Notre système éducatif est malade. Et il y a une pratique qu'il ne faut pas oublier en Guinée. On apprécie la capacité d'un nouveau ministre par le taux d'échec des élèves. Eh bien, c'est gravissime. Merci beaucoup. Magasuba Luceni aussi qui nous écrit. Hashtag espace GG. Soro Guillaume, un véritable modèle pour la restauration de la démocratie dans la sous-région. Je cède le tabouret pour aller à la quête du fauteuil présidentiel. Je crois que ça serait meilleur. Guillaume Soro. Lamine, dites-lui que nous l'aimerons fort en Guinée. Que nous l'aimons fort en Guinée, veut dire. Voilà. Mamadou Girassi aussi qui nous écrit hashtag espace GG. Bonjour les grandes gueules. Le traitement des enseignants est un problème douloureux et reconnu dans notre pays. Cela dénote l'incapacité de l'État à faire face des engagements. Comment bien dispenser les cours pendant qu'on est endetté jusqu'aux dents? Triste réalité. Bonjour les grandes gueules. Merci à cet autre auditeur aussi qui nous écrit, évidemment, voilà, qui nous dit bonjour les GG. L'Afrique est mal partie, sans quoi la Guinée, comme la Côte d'Ivoire, en passant par le Mali, doivent faire maintenant leur administration rajeunie et débarrasser de ces vieux avec des passés très sombres, mais hélas, l'insouciance et l'hypocrisie ont eu le terrain. Hashtag espace GG. Moussa, il fait ce qu'il veut dans cette émission, c'est dingue. Ali Macron aussi qui nous écrit bonjour les grandes gueules. Guillaume est un mastodonte de la politique ivoirienne, cela ne fait aucun doute. Question, comment peut-on expliquer la célébrité par laquelle la justice ivoirienne a réglé son cas? Voit-il la main noire d'Ado derrière voilà, ces annonces judiciaires? C'est lui qui pose la question. Bangoura Ibrahim aussi qui nous écrit bonjour les grandes gueules. Le problème de la Guinée, c'est les Guinéens. Nous n'avions pas besoin pour qu'ils nous disent ce qu'on doit faire. Merci beaucoup. On reste avec les SMS maintenant. Bonjour les grandes gueules. Lui, c'est Moria Kaba qui nous écrit. Le régime Condé ne se sert de la loi pour réprimer ses opposants. Une république bananière, un État néant, une administration politisée. Tout le monde est devenu militant. Même ceux qui sont censés assurer l'équilibre au sein de la société, à savoir les enseignants et les religieux, la nation guinéenne part en catastrophe. Le départ de Dadi est devenu une nécessité. Ce combat est un devoir pour chaque patriote. Lui, il est de l'UFR. On reste avec cet autre aussi qui nous écrit bonjour les grandes gueules. Bonjour à Lamine, tu as mon soutien. Car tu es un soldat. Bref, vous vous attaquez aux enseignants pour ne rien. Ils sont dans leur droit politique. Parallèlement, c'est ça l'actualité, les soutiens politiques. Et en outre, avec la mondialisation, le professeur n'est qu'un guide. La formation provient des parents et des 10 élèves ou étudiants. C'est Kourboya Baldé depuis Lambagne qui nous envoie ce message. Enfin, Moussa Makadabi aussi qui nous écrit bonjour Lamine, bonjour à toute l'équipe. Dites à Moussa Moïse que je rentre de Tougué après une mobilisation impressionnante de mouvement Djonkin Alpha, ou bien il est jaloux de mon séjour. Il pose la question à Moussa Makadabi, mais qu'il sache que le RPG Arc-en-Ciel va soutenir le mouvement Djonkin Alpha et sa présidente, il veut dire, Mariama Tsiri Baldé. C'est ce mouvement qui a ouvert donc les portes de Fouta au président Condé. Et voilà, c'est Alpha Moussa Makadabi qui nous envoie ce message. Un dernier pour la route, Mohamed. On y va avec cet autre. Bonjour les GG. Je voudrais saluer la grandeur et le parcours du grand frère Soro Guillaume et l'affirmer mon soutien inconditionnel à sa lutte jusqu'à la victoire. Vive le président Soro, vive le GPS. Youssouf Nova qui nous envoie ce message. Voilà, on a fait le tour. On va essayer de l'appeler dans un instant. Il est là. Voilà, me signale. Voilà, le président Guillaume Soro qui revient évidemment à l'antenne dans un instant. Le temps pour nous de cette petite virgule et derrière, nous allons le prendre en direct. Vous êtes chez les GG. C'est ce matin, Madame Yoro, Guillaume Soro qui revient à l'antenne. Alors, Monsieur le Président, nous revenons et nous insistons sur cette question, sur le père notamment
de cette rébellion. Qu'est-ce que vous avez à nous dire à ce propos? Est-ce que M. Ouattara est le père de la rébellion à la tête de laquelle vous avez combattu? Et ça, c'est la première question. L'autre question que nous voudrions savoir, quel était le deal, s'il y en avait un? Parce que, bien entendu, vous dites que tout ce combat que vous avez mené, M. Ouattara en a beaucoup plus profité, bien entendu, parce qu'il a pris les rênes de la Côte d'Ivoire. Mais vous aussi, vous avez été non seulement Premier ministre, mais aussi président de l'Assemblée nationale, même si par la suite, il y a eu divorce. Quel était le deal entre vous? Alors, disons qu'il ne faut pas tout voir en termes de deal ou de compromission. Il faut quand même considérer que des personnes peuvent avoir un idéal. Je dis que je me suis engagé dans ce combat pour mettre fin à une situation de ségrégation, de discrimination qui existait en Côte d'Ivoire. Donc, deuxièmement, il n'y avait pas de père, ni de fils, ni de double femme, etc. dans cette affaire. Je dis simplement que nous nous sommes battus pour donc rétablir une situation politique qui était des plus désastreuses de toute façon dans notre pays. Ouais. Maintenant, M. Ouattara est bénéficiaire de cette affaire, d'autant plus qu'il a été réintégré dans le jeu politique, lui qui en avait été exclu. Sachez que avant donc la rébellion du 19 septembre 2002, M. Ouattara ne pouvait ni être candidat à l'élection présidentielle, ni même être député en Côte d'Ivoire, puisque sa candidature avait été rejetée. Bien. Mais alors, ne dit-on pas en politique qu'il n'y a pas de ticket gagnant, parce que Mme Yoro parle de deal, peut-être ça vous choque. Vous avez misé sur lui, aujourd'hui il se retourne contre vous. Oui, parce que quand même en janvier, Monsieur le Président, nous nous rappelons de la conférence que vous avez organisée en France en janvier. Vous aviez dit que 3 choses ont été promises. En tout cas, Ouattara vous a promis 3 choses. D'abord, qu'il allait donc créer un poste de vice-présidence au sein de son parti politique RDR. Pour vous, ça faisait partie du deal. Ensuite, que vous alliez être son successeur, que vous alliez être son successeur après 2 mandats. Donc c'était 3 grands deals. Non. Alors, c'est que de 2 choses l'une, soit je me suis mal fait comprendre, soit j'ai besoin là actuellement donc de repréciser les choses. Le deal dont vous parlez, puisque l'accord, bien convenu de parler de deal, mais intervenu qu'en 2006. D'accord. La rébellion a eu lieu le 19 septembre 2002. J'avais 29 ans. Et donc, à l'époque, en menant ce combat, personne ne savait qu'il survivrait au coup de feu. Donc, il ne faut pas... Oui, la réalité est que quand vous vous engagez dans un tel combat, vous ne savez même pas le lendemain si vous serez vivant. La preuve, d'autres sont morts. Donc, ce n'est pas pas à 29 ans que je tisserai des deals de ce genre. Au mieux, c'est pas à 29 ans que je demanderai à M. Ouattara, ou M. Ouattara lui-même ne savait pas si ce combat allait aboutir. Donc, on ne parle après donc de deals qu'en 2006, quand le combat visiblement abouti. Alors, donc, je vais pour une fois trancher définitivement sur cette question. Le combat, quand j'avais 29 ans, le 19 septembre 2002, était motivé par donc un idéal d'une société que nous voulions pour la Côte d'Ivoire réellement démocratique, où personne ne serait exclu, où une communauté, notamment la communauté du Nord, se sentait exclue en Côte d'Ivoire, et l'icône de ce Nord-là était M. Ouattara, qui lui-même avait été exclu aux élections. Est-ce que ce sont des faits historiques, oui ou non? Maintenant, on peut discuter, on peut débattre donc du résultat ou du fruit de ce combat. Monsieur le Premier ministre, est-ce qu'on pourrait d'abord débattre, revenir, parce que vous faites, en Guinée, on dit un saut de cabri dans l'histoire. Moi, je voudrais quand même revenir à ce concept, parce que vous avez parlé de xénophobie, de racisme, ce sont des concepts extrêmement bien français, si nous sommes d'accord. Or, vous êtes un de ceux en Afrique qui est considéré comme l'un des hommes politiques les plus africanisés. Cela étant,
le concept xénophobe vient des années 80-90, Jean-Marie Le Pen avec le Front National, et il est bizarrement, comme toujours, arrivé en Côte d'Ivoire avec Monsieur Conan Bédier. Bon, aujourd'hui, vous nous parlez de vivre ensemble, de xénophobie, de racisme, etc. Moi, ma question, elle est simple. C'est un combat, vous menez actuellement un combat générationnel. Or, beaucoup de grands écrivains, j'ai sous les yeux un livre que vous avez dû lire, qui est Afrotopia de Elvin Sarr, vous reprochent justement à l'époque de ne pas avoir assez africanisé votre discours. Et la preuve en est, il y a quelque temps, vous avez déclaré dans le JDD que vous aviez pris un accent très gaulien dans le JDD en appelant à une forme de rébellion faisant référence à la Seconde Guerre mondiale. Alors, n'est-il pas un échec, de votre part, d'une part d'avoir francisé un peu la politique ivoirienne, et deuxièmement de ne pas avoir assez africanisé votre discours? Enfin, chercher en Côte d'Ivoire quelqu'un qui tient un discours panafricaniste et on vous dira Guillaume Soro. Absolument. Et ça, alors pourquoi prendre ces accents gauliens justement? Je le tiens depuis l'université. Vous parlez d'une interview que j'ai accordée au JDD. Je suis sur la place de Paris, je m'adresse à des Français. Il ne faut pas que je leur parle donc le nouchi ivoirien, ils comprennent rien. Mais si, justement, c'est ce qu'on vous demande. Quand je parle à des Français, ils comprennent mieux. Mais non, monsieur le Premier ministre, on vous demande d'exporter la culture africaine. Non, mais bien sûr, je suis d'accord. Mais j'ai dit que j'étais en train de parler à un journal JDD qui ne sait peut-être même pas où est situé, je ne sais pas. La Côte d'Ivoire. Bon, vous allez leur parler donc de certains concepts qu'ils ne comprennent pas du tout. Or, en leur prenant des images et des exemples issus de leur histoire, ils savent, ils comprennent mieux. Mais bien mieux, je vais leur montrer que le petit Africain que je suis, le petit Ivoirien que je suis, j'ai étudié l'histoire française, j'ai étudié la géographie de France, et que je peux leur parler dans leur propre langue, la langue française. Mmh. Et ça, c'est important de bien se faire comprendre. Oui, mais de là à prendre, monsieur le Premier ministre, Monsieur le Premier ministre, de là à prendre quand même comme référence la fin de la Seconde Guerre mondiale pour parler de rébellion, pour appeler à dégager Ouattara de Côte d'Ivoire, il y a un pas qu'il ne faut peut-être pas franchir, non? Puisque non, non, j'ai fait une lettre ouverte, je leur ai dit ceci, dans ma lettre ouverte. J'ai dit, je suis le descendant de tirailleurs sénégalais. Nos parents, nos grands-pères ont combattu en France l'ennemi nazi pour donner la liberté à la France. Mmh. Cette France, donc, doit prendre conscience que la liberté et la démocratie sont des concepts universels. Et que ma patrie, la Côte d'Ivoire, mérite autant que la France qu'il y ait la démocratie et la liberté en Côte d'Ivoire. Voici la quintessence, l'essentiel du message que j'ai porté à Paris. D'accord, merci de l'avoir précisé. Simplement que la démocratie n'est pas un luxe pour l'Afrique, la démocratie n'est pas un luxe pour la Côte d'Ivoire. Autant nos grands-pères leur ont permis de vivre aujourd'hui en liberté en France, autant ils ont un devoir historique de faire en sorte que la démocratie règne, n'est-ce pas, sur le continent africain. Bien. Guillaume Soro, président de Génération Peuple Solidaire, en direct ce matin, une exclusivité chez les juges Roby. Monsieur le Président, le 4 mars 2007, il y a eu ces accords de Ouagadougou qui étaient censés réunifier la Côte d'Ivoire, ramener la paix. Tout au long de vos discours, en vous entendant, on a, dans la lecture que vous faites de la situation, on a l'impression que c'était l'objectif visé. Mais est-ce qu'aujourd'hui, au regard de la situation en Côte d'Ivoire, on peut parler d'échec de cet accord, de ces accords? Je vous le concède et à mon grand regret, je constate qu'il y a un échec de tous ces efforts et c'est ça qui me rend honteux aujourd'hui devant vous. Ouais. J'aurais tellement souhaité que la Côte d'Ivoire, pour laquelle beaucoup sont morts, pour laquelle nous avons consacré notre jeunesse, notre énergie,
pour laquelle nous avons brisé nos vies de famille, nos enfants. J'aurais tellement souhaité que cette Côte d'Ivoire soit fermement, résolument entrée dans la case de la démocratie. Malheureusement, celui que nous avons soutenu est une déception. Et Ouattara n'a pas été à la hauteur de l'espoir du temps d'Ivoirien. Mais je vois déjà certains qui vont me moquer en disant, ah oui, mais M. Soro, c'est très bien fait pour vous, voilà, vous avez soutenu M. Ouattara, il vous a berné. Mais je ne suis pas le seul à avoir été berné par M. Ouattara. Mais c'est ça aussi de la politique, M. Guillaume Soro. Oui, non, je comprends, c'est le jeu politique. Ben bien. Mais sauf que si cela ne concernait pas, n'est-ce pas, l'avenir et le destin de tout un peuple, ça aurait été, comme vous le dites, hilarant. On aurait pu en rire. Mais je vous parle d'une aventure qui a causé des morts en Côte d'Ivoire. Et c'est pourquoi j'ai solennellement demandé pardon aux Ivoiriens, à tous ceux qui ont été affectés par la rébellion que nous avons conduite. C'est pourquoi j'ai demandé pardon à tous les Ivoiriens. J'ai demandé pardon à Gbagbo, j'ai demandé pardon à Bédié. Parce que si c'est pour arriver à une Côte d'Ivoire encore plus divisée qu'hier, mais évidemment, c'est désolant. Donc, c'est pourquoi je dis que le combat que nous avons mené était un combat généreux au départ. Nous voulions la démocratie pour la Côte d'Ivoire. Nous ne voulions pas que la Côte d'Ivoire, n'est-ce pas, se départisse. Une partie de sa communauté nationale. Bien. Au constat d'aujourd'hui, c'est un échec. Voilà, vous l'avez dit, il faut le rappeler. Guillaume Soro. Je suis surtout pas honteux de reconnaître que le combat que nous avons entamé le 19 septembre 2002 n'a pas encore abouti puisque nous ne sommes pas à la démocratie. Voilà. Très bien. Peut-être que ça n'aboutira jamais parce que on est en politique là. Allez-y, Moussa, on va essayer d'aborder. Le deuxième paragraphe. Alors, monsieur le Président, après la guerre, après que Laurent Gbagbo ait chuté, c'était l'amour parfait. Semblerait-il entre vous et Alassane Dramane Ouattara. Le bon vieux père, pour parler un peu nouchi, était d'accord avec son fiston. Tout allait parfaitement bien. Les grandes gueules. La lune de miel n'a pas duré parce que après que vous ayez émis l'intention de laisser le tabouret de l'Assemblée nationale pour aller chercher le fauteuil présidentiel sur lequel est assis encore Alassane Dramane Ouattara, le vieux père, on a dit mais ce Soro là, il veut encore revenir en force. Alors d'où est parti le déclic? D'où est parti le déclic dans cette histoire de divorce? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Le divorce vient d'où? Mais cher monsieur, vous êtes d'accord avec moi que le fauteuil est plus confortable que le tabouret et que c'était légitime pour moi de vouloir m'installer dans un tabouret après. Alors, donc, franchement, est-ce qu'on peut reprocher à vous êtes hilarant, monsieur le Premier ministre. Non, mais franchement, mais ce que je veux dire, si la question est de savoir les raisons du divorce entre M. Ouattara et moi, je dirais de façon générale, c'est la question de la démocratie. Si vous voulez savoir de façon spécifique, je pourrais vous dire que M. Ouattara, après le premier mandat qu'il a conduit, donc de 2010 à 2015, est allé à une réforme constitutionnelle que j'ai soutenue. Alors, la réforme constitutionnelle, donc la constitution de novembre 2016, était claire que M. Ouattara ne peut pas faire plus de 2 mandats. Parce que je vois certains qui interprètent mal en disant oui, M. Guillaume Soro, pourquoi vous n'avez pas voté contre la constitution de 2016? Non, il ne faut pas se tromper. La constitution de 2016 reprenait les termes exacts de l'ancienne constitution qui stipulait que M. Ouattara ne pouvait pas faire plus de 2 mandats. On est clair là-dessus. Donc, alors, de façon spécifique, pourquoi il y a eu divorce entre M. Ouattara et moi? C'est simple. Quand M. Ouattara, à partir de 2016-2017, a commencé à se laisser aller au champ des zélateurs qui voulaient qu'il fasse un 3e mandat,
j'ai commencé à prendre mes gardes, à être sur mes gardes. Parce que ce n'est pas ça que nous avions convenu. Donc, quand M. Ouattara, parce que en réalité, que ne vous laissez pas tromper, parce qu'en réalité, c'est depuis ces années-là que M. Ouattara a voulu toujours faire le troisième mandat. En réalité, M. Ouattara avait pour plan A, troisième mandat, M. Ouattara, plan B, M. Gon, et plan C, M. Ouattara. Donc, quand il a voulu faire le troisième mandat, et qu'il a commencé à vouloir créer le RHDP, une sorte de parti unifié, donc une sorte de parti unique, et de revenir à la pensée unique et au parti unique, j'ai dit non. Publiquement, j'étais encore président de l'Assemblée nationale. Publiquement, je me suis levé pour dire, Monsieur le Président, faire un RHDP unifié sans le PDCI ne serait pas une bonne chose parce que ça va replonger la Côte d'Ivoire dans la guerre. Ouais. Et je peux dire que c'est parce que j'ai dit non au troisième mandat de M. Ouattara que le divorce a été opéré. Et quand M. Ouattara m'a convoqué pour me demander de rentrer dans le RHDP unifié, je lui ai opposé une fin de non-recevoir. J'ai été honnête avec lui pour lui dire, Monsieur le Président, je ne peux pas intégrer le RHDP unifié. À l'époque, certains m'ont dit, non mais Guillaume, il ne fallait pas le faire, il fallait rentrer au RHDP unifié, et puis ensuite, à l'intérieur, tu allais te battre pour, n'est-ce pas, maîtriser et contrôler le parti. Je leur ai dit que je n'allais pas donner dans l'entrisme ou dans l'entréisme. Parce que ça, historiquement, ça n'a jamais marché. Et j'ai rendu ma démission, je suis parti. Ceux qui sont restés dans le RHDP unifié et qui pensaient qu'ils auraient pu démocratiser le RHDP unifié et aller à une primaire pour choisir le candidat, ben, aujourd'hui, ils m'ont rejoint. Mabri était, il espérait qu'il y aurait une primaire. Jamais la primaire n'a eu lieu. Oui. D'un temps, il était, il espérait lui aussi peut-être avoir une primaire pour être candidat. Il a démissionné du RHDP. À Montano, il était espérant qu'il y aurait une concurrence loyale. Il a été obligé de partir. Donc, j'ai eu simplement tort d'avoir eu raison très trop. Alors, monsieur le Président, en même temps, certains disent que vous avez payé par votre impatience. Ils disent que si vous avez été patient en acceptant d'être dans le jeu proposé par Alassane Dramane Ouattara, peut-être que vous auriez bénéficié de ce qu'il avait voulu faire à Feu Gon Coulibaly. Est-ce que avec un peu de recul, un peu de recul, vous dites, j'ai été un peu trop pressé de prendre mes distances? Non, pas du tout. Pas du tout. Je n'ai pas été trop pressé. Il aurait fallu même que je démissionne plus tôt, peut-être en 2017 ou en 2016. Bon, ceux qui sont restés et qui disent qu'ils ne sont pas pressés et qu'ils sont très patients, ont-ils été retenus pour être candidats pour l'élection de 2020? Mon ami Ahmed Bakayoko, qui est très patient, qui est encore au RHDP, mais c'est devant ses yeux que le président a dit que au sein du RHDP, aucun n'avait une cervelle à même de diriger la Côte d'Ivoire. Monsieur le Premier ministre, est-ce qu'on pourrait alors, si vous n'acceptez pas le terme patience, est-ce qu'on pourrait parler d'excès d'orgueil? Non, ce n'est pas une question d'orgueil ici, c'est une question de dignité. Quand vous n'êtes pas d'accord, vous dites non. Vous ne restez pas là-bas et puis vous jouez à l'hypocrite. Je ne suis pas un hypocrite, je suis vrai, je suis sincère et je suis loyal. Bien. Donc, quand je n'étais pas d'accord, j'ai dit non, je ne suis pas d'accord et par loyauté, j'ai démissionné et je suis parti pour croiser l'aventure de mes convictions. C'est tout. D'accord. Alors finalement, on a tous suivi la suite. Amadou Gon Coulibaly est choisi pour remplacer Monsieur Alassane Dramane Ouattara qui avait promis de remettre
le tablier à une génération plus jeune, mais c'est finalement Amadou Gon Coulibaly qui est choisi. À votre avis, pourquoi lui? Pourquoi pas vous, à qui il avait fait une promesse de succession par ailleurs? Mais justement, vous savez, je pense que c'est une question de caractère. Et moi, voilà, il se trouve que je suis libre de ma tête. Je suis d'un tempérament indépendant et je ne suis pas un courtisan. Voilà, je ne suis pas un larbin, c'est tout. Donc, je pense que M. Amadou Gon était plus accommodant. On se rend compte aujourd'hui que M. Ouattara n'a jamais voulu partir. C'est parce qu'il y a eu une pression qu'il a in fine décidé de choisir Amadou Gon. Mais vous savez très bien qu'il n'y croyait pas parce qu'il voulait continuer à diriger la Côte d'Ivoire par procuration. D'accord. Et moi, je ne pouvais pas accepter ce jeu-là. Le scénario Poutine-Medvedev, Voilà. Je trouve ça, c'est une entourloupe. Voilà. Je ne pouvais pas accepter. Mais finalement, vous choisissez de partir par dignité, vous avez des principes, vous croyez en vous, mais Ouattara ne dit pas son dernier mot. Du moins, c'est ce que vous dites. Parce que très vite, il y a ces procès qui s'enchaînent. On vous accuse de détournement de deniers publics. Vous auriez acheté une habitation sur fonds publics. Plus loin, on déclare avoir trouvé des armes chez vous, à votre domicile de Marcory, et puis auprès de personnes qui vous sont restées fidèles, monsieur Soro. Mieux encore, on sort une bande sonore où vous planifierez une attaque pour renverser le régime en place. Est-ce que vous vous y attendiez? Jusque-là, vous clamez votre innocence. Qu'en est-il, Monsieur le Président? Merci, c'est très important. C'est une grosse farce. C'est une grosse farce. Prenons d'abord la question de la résidence qui m'est attribuée. La Côte d'Ivoire est divisée en deux. Nous allons à la réunification du territoire ivoirien et en 2007, je suis nommé Premier ministre. Une libéralité de l'État de Côte d'Ivoire est prise à l'époque pour me doter d'une résidence qui devrait me revenir. Donc, l'État débourse de l'argent pour acheter une résidence pour le Premier ministre. On est d'accord? À l'époque, donc, Premier ministre, dans ma fonction, la résidence devait me revenir. Mais au plan juridique, strictement juridique, cette résidence ne m'appartient pas. Elle appartient à une SCI au nom de 2 personnes, 2 citoyens ivoiriens. Est-ce qu'on est d'accord? Au plan strictement juridique. Alors, on va me poursuivre. On organise une parodie de procès qui dure à peine 40 minutes. D'abord, je vais vous préciser. Premièrement, le dossier atterrit sur la table du magistrat Bakayoko Swalio, qui refuse d'organiser le procès parce qu'il estime que le dossier est vide et que je ne peux pas être poursuivi, surtout que l'article 12, alinéa 4 de notre code dit très clairement qu'il y a prescription chaque 10 ans. On va fouiller dans toute ma gestion à l'Assemblée nationale, à la primature, et on ne trouve que ce seul dossier qui date de 2007. À supposer que par extraordinaire, j'étais coupable, il y a prescription, puisque c'est 10 ans. Et c'est la loi de mon pays qui le dit. On est d'accord là-dessus. Alors, on donne le dossier au magistrat Bakayoko Swalio, qui refuse d'entrer dans la combine. Aussitôt, il est débarqué le même jour. On lui impose une passation de charge le même jour. On appelle un autre magistrat plus accommodant. Je dirais un magistrat stipendié, M. Sissoko Amoulaye,
qui lui ne croyait pas. Il semble que le premier jour qu'on lui a demandé de faire le procès, il voulait le reporter. C'est le ministre de la Justice en personne qui l'appelle, qui lui dicte le verdict qu'on doit m'appliquer. Et vous croyez que ça, c'est un procès? Et c'est à raison d'ailleurs que la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples avait déjà statué sur le même fait pour dire que M. Soro ne peut pas être poursuivi. Alors vous voyez très simplement que quand les juges sont libres pour juger une affaire, ils donnent au droit ses lettres de noblesse. Mais quand on est dans une justice corrompue comme la nôtre en Côte d'Ivoire, corrompue au sens où c'est le ministre de la Justice qui dicte un verdict à un magistrat et qu'on applique, on voit bien qu'en réalité, c'était un procès politique et qu'en réalité, on visait simplement à m'écarter de l'élection présidentielle. Sinon, dans une affaire où on dit que quelqu'un a détourné, et c'est l'État, et que quelqu'un a recélé, on va poursuivre celui qu'on accuse de recel et on ne poursuit pas celui qui a détourné et on ne poursuit pas les propriétaires de... Vous voulez rigoler. Donc, ce qui me choque dans ce dossier, c'est que M. Alassane Ouattara soit capable d'organiser, d'instruire de telles parodies de procès. Et ça, c'est dangereux. Nous n'aurons pas d'état de droit en Côte d'Ivoire tant que la justice ne sera pas libre, tant que la justice ne sera pas indépendante. Et malheureusement, nous sommes dans le cas d'espèce. Bien. En ce qui concerne la question d'un coup d'État ou d'une insurrection, là encore, aucune arme n'a été trouvée à ma résidence, chère madame. Aucune arme. Donc vous êtes la victime. Vous êtes victime. Je dis bien, aucune arme n'a été trouvée à ma résidence. Pourtant, Monsieur le Président, à la RTI, on nous a bien montré ces images, hein, des armes enfouies le long de la lagune, dans la résidence. Oui, non. Ma résidence, ils ont trouvé des armes à Assini. C'est à plus de 100 km donc, de ma résidence de Marcory à Abidjan. C'est pas un peu trop facile de prendre cette posture victimaire, Monsieur le Premier ministre? Monsieur le Premier ministre, c'est pas un peu trop facile de prendre cette posture victimaire? Non, ce sont les faits. Ce sont les faits. Je ne parle pas d'émotion ici. Je parle de faits. Donc, en ce qui concerne la question du coup d'État, mais il n'y a pas... Qu'on me sorte le nom d'un seul militaire avec qui j'ai voulu faire ce coup d'État en Côte d'Ivoire. 9 mois après, on est incapable de nous dire avec quel militaire j'ai voulu faire le coup d'État. D'abord, il faut savoir que les charges changent. À un moment, il voulait organiser une insurrection. À un moment, c'est un coup d'État qu'il voulait faire à M. Ouattara et à son épouse. Donc, c'est effarant. Et c'est même ridicule de voir comment M. Ouattara, lui-même qui a été accusé en Côte d'Ivoire de coup d'État, d'ailleurs, vous les journalistes, aujourd'hui, vous avez voulu me faire dire que Ouattara était le père de la rébellion, n'est-ce pas? Mais non, alors, on pose des questions. On a posé des questions. On a posé des questions, monsieur. Oui, bien sûr. Mais innocemment. Je réponds à vos questions. M. Ouattara lui-même, qui a été à plusieurs reprises en Côte d'Ivoire, accusé d'avoir organisé des coups d'État, d'avoir organisé des rébellions. Que ce soit lui qui vienne et qui essaie de prendre quelqu'un à défaut d'un coup d'État ou d'une insurrection. Mais Monsieur le Président, cet audio dont on parle, dans lequel on attend votre voix, est-ce un montage également? Non. J'allais en venir, chère madame. Cet audio date de 2017. Monsieur Ouattara et son ministre de l'actuel Premier ministre, Ahmed Bakayoko, ont voulu donc m'infiltrer, me prendre sur des faits supposés. Ils m'ont envoyé des barbouzes pour donc m'enregistrer. La première séance que j'ai eue avec ces barbouzes, notamment Olivier Bazin, j'ai su tout de suite, n'est-ce pas, au flair que c'était des barbouzes.
Donc, quand j'ai su ça, je les ai congédiés. Et j'ai rendu compte aux services secrets et de renseignement d'un pays ami. Je leur ai dit, voici des gens qui sont venus, je ne sais pas pour qui ils travaillent, qui sont venus, qui ont essayé de m'enregistrer, je les ai congédiés. Nous avons échangé et nous avons convenu de dire qu'il fallait leur accorder un second rendez-vous pour savoir ce qu'ils pesaient réellement et essayer de leur tirer les vers du nez. C'est ainsi que nous avons convenu du second rendez-vous et j'ai été volubile pour les amener à parler. Quand nous avons jaugé que ces gens-là, en réalité, c'était le président Ouattara et Ahmed Bakayoko qui me les avait amenés pour essayer de me piéger, nous avons mis fin à ce ridicule. Je suis rentré en Côte d'Ivoire en 2017. J'ai vu le président Ouattara. Je lui ai dit, Monsieur le Président, les Français que vous m'envoyez pour essayer de me piéger, Monsieur le Président, sachez que je leur dis ce qu'ils veulent entendre. Le président m'a dit, ah non, il n'a rien à voir avec ça. Ça doit être certainement une affaire d'Ahmed Bakayoko. Vous comprenez? Donc il vous a avoué? Mieux. Alassane Ouattara. Mieux. Je termine sur le chapitre. Mieux. On a donné que quelques secondes de cet audio. Pourquoi n'ont-ils pas publié l'intégralité de l'audio? L'intégralité de l'audio aurait prouvé justement que Guillaume Soro était dans une opération de contre-espionnage réellement. Donc voilà. Alors, vous voyez, c'est ce que j'appelle la négrerie. Ça sent quand même un Pourquoi peu là. on est obligé? C'est ce que j'appelle la négrerie. Pourquoi en Afrique n'est-on pas capable d'aller réellement à la démocratie si on en veut à Guillaume Soro, si on veut incriminer Guillaume? Mais soyons francs, allons à des élections. Pourquoi passer par des subterfuges? Pourquoi passer par toutes ces choses-là pour essayer d'écarter Guillaume Soro de l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire? Bien. Et je vous précise que ce même Olivier Bazin a aussi fait la même chose avec des hommes politiques du FPI que je peux citer. Donc, moi, je n'étais pas un novice dans cette affaire pour me laisser piéger par M. Olivier Bazin et je peux vous envoyer les mails que cet individu envoyé par Ahmed Bakayoko m'a envoyé quand il a réalisé que je l'avais découvert. Donc, il n'y a jamais eu de ma part une tentative de coup d'État. Parce qu'après 9 mois d'instruction, je pense que quand même on aurait pu trouver le militaire avec lequel je voulais faire le coup d'État. 9 mois après l'instruction, je pense qu'on aurait pu démontrer, prouver, attester qu'il y avait une insurrection en cours en Côte d'Ivoire. Cela ne l'a pas été jusqu'à présent. D'où la vacuité. Et je vous dis que j'ai le droit avec moi, puisque la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples ont dit que tout ceci n'était qu'une grosse farce. Bien. Guillaume Soro en exclusivité ce matin chez les Grandes Gueules sur Radio Espace Guinée. Allez-y, Madame Yoro. Une grosse farce selon la Cour africaine des droits de l'homme. Il y a quand même eu 20 ans, même on vous a condamné à 20 ans de prison, même s'il y a eu ce procès en appel et vous n'abandonnez pas. Aujourd'hui, on a l'impression que le combat se mène plutôt à l'international parce que vous n'arrivez pas à accéder au pays. On se souvient de cet avion qui n'a pas pu atterrir en Côte d'Ivoire. Comment vous vous en sortez? Comment ça se passe? Est-ce que vous pensez que de l'extérieur, vous pouvez y arriver? Alors, moi, les 20 ans dont vous parlez n'existent pas pour moi. Hein, c'est une comédie, on est dans une négrerie, dans une république bananière. Donc, pour moi, c'est l'arbitraire, c'est l'abus, c'est la dictature, ça n'existe pas. Maintenant, la réalité est que je suis en exil, c'est vrai. La réalité est que mon avion qui devrait atterrir à Abidjan n'a pu ce jour-là. J'ai été contraint dès lors d'être en exil. Mais, vous savez, l'exil, tous les hommes, les grands hommes de ce monde ont connu l'exil. Je ne vous citerai pas pour ne pas donner le sentiment de me comparer à ces personnalités, chacun ayant son destin. Mais je suis convaincu
que je rentrerai dans mon pays, je participerai à l'élection présidentielle et je la gagnerai grâce au peuple de Côte d'Ivoire et grâce à Dieu. De toute façon, vous êtes en Guinée. Votre président actuel n'était-il pas en exil? N'est-il pas président en Guinée aujourd'hui? Ouattara lui-même n'était-il pas en exil? Dieu lui a permis de rentrer et d'être président de la Côte d'Ivoire. Donc, moi, je suis optimiste. Je me battrai jusqu'au bout. De toute façon, je suis réputé pour aller jusqu'au bout de mes combats. Ouais. Je continuerai. Je vais aller jusqu'au bout de ce combat. Guillaume Soro, notre invité exceptionnel ce matin chez les Grandes Gueules sur Radio Espace Guinée, exceptionnellement évidemment. On va revenir à 11h pour continuer avec notre invité pour votre plaisir. Guillaume Soro, vous restez avec nous, tas de questions ce matin à poser. Les jeux reviennent à 11h. Le ridicule et la méchanceté sont ses traits de caractère. La haine est un poison mortel dont beaucoup se nourrissent pour vivre. Il n'y a pas d'entrepreneur audacieux qui ne fabrique pas automatiquement jalousie, envie, critique, caricature, diffamation et désinformation. Bienvenue sur Radio Espace Guinée, la radio dont les autres s'inspirent. Radio Espace Guinée. À Conakry sur 99.7, en région à Labé, Kakandé sur 99.7, à Cancan sur 99.